Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce projet un petit peu particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la lecture d'un texte de mon auteur japonais préféré. Cet auteur, il s'appelle Shinichi Roshi et nous venons aujourd'hui même de publier son premier bouquin en langue française. Il s'appelle Bokko-chan. Alors je vous demande vraiment de rester là pendant les 10 prochaines minutes parce que je pense vraiment que ça peut vous intéresser. Roshi Shinichi, c'est un auteur japonais culte au Japon. Vraiment, tous les Japonais le connaissent. Il s'est vendu plus de 32 millions d'exemplaires et jamais il n'avait été traduit en français. Alors peut-être que vous vous dites, bon, s'il n'a jamais été traduit en français, malgré tous les auteurs qu'on peut voir passer chez les différents éditeurs, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, il y a peut-être une bonne raison. Oui, il y a une bonne raison, mais qui n'a absolument rien à voir avec son talent et c'est ça qui est d'autant plus dommage. En réalité, il y a 15 ans, je traduisais déjà les premières nouvelles de cet auteur et les éditeurs à qui je le présentais me disaient bah, vous savez, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'en France, les lecteurs ne lisent pas, n'achètent pas de recueil de nouvelles. Et donc, on ne va pas prendre le risque de traduire ce recueil en entier pour le vendre et évidemment avoir une grosse chance de se planter. Moi, je suis devenu éditeur depuis quelques années et j'ai envie de prendre ce risque parce que je pense sincèrement que Roshi Shinichi, il a vraiment de quoi plaire à tous les lecteurs français. Si vous aimez les Black Mirror, les quatrièmes dimensions, vous allez adorer. En fait, cet auteur, il a la particularité d'écrire des nouvelles courtes. En général, ça se lit en moins de 10 minutes, donc le temps de quelques stations de métro, voire même d'un passage appuyé aux toilettes, enfin peu importe, et d'avoir une chute qui est toujours surprenante, inattendue, à la toute dernière phrase, à la toute dernière ligne. Voilà pourquoi j'aimerais vous lire une nouvelle, une de mes préférées, qui s'appelle Eo sort de là, et qui, vous allez voir à la fin, est plutôt amusante et surprenante. Voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette petite vidéo, et puis j'espère que vous tomberez aussi, comme moi à l'époque, sous le charme de Bokko-chan. A tout de suite. Une fois la fureur du typhon passée, un bleu éclatant colora enfin le ciel. On déplora d'innombrables dégâts dans ce village situé à quelques encablures de la mégalopole, et plus particulièrement un petit sanctuaire shintoïste au pied de la montagne, à l'extrémité de la bourgade. Il avait été emporté par un éboulement de terrain. Le matin suivant, lorsque les villageois apprirent la nouvelle, certains se rassemblèrent pour constater les ravages. L'un d'entre eux demanda « Il était vieux ce sanctuaire ?»« Bah, j'en sais rien, mais une chose est sûre, il datait pas d'hier, » répondirent les autres. « Bon, il va falloir le retaper rapidement. » Pendant qu'ils discutaient, d'autres hommes les rejoignirent. Ah ouais, là, il y a vraiment tout à reconstruire, là. Il était dressé là, à l'origine, non? Non, je crois qu'il était plutôt par là-bas, mais j'en suis plus très sûr. Au même moment, une voix puissante les interpella. Eh, venez voir, c'est quoi ce trou? Tous se regroupèrent autour d'un trou large d'1 mètre environ. Certains tentèrent d'observer l'intérieur, mais la cavité était si sombre qu'aucun ne parvint à distinguer quoi que ce soit. Elle était si profonde qu'elle semblait filer droit jusqu'au centre de la terre. L'un demanda « Vous croyez que c'est un terrier de renard ?» Le plus jeune de tous les villageois présents cria alors en direction des profondeurs. « Eh oh, sors de là !» Il n'y eut aucun écho. Ensuite, il s'empara d'un caillou qu'il s'apprêta à lancer. Et bien qu'un ancien le prévint par ces mots, « Arrête donc, qui sait si le ciel ne nous punira pas pour cela ?» Le jeune homme projeta le caillou de toutes ses forces à l'intérieur. Mais là encore, aucun son. Les villageois coupèrent alors les arbustes et, à l'aide de cordes, dressèrent une clôture autour de cette découverte. Puis ils rentrèrent au village. « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» questionna l'un d'eux. « À mon avis, on ferait mieux de reconstruire le petit sanctuaire au-dessus de ce trou, comme autrefois. » Sans qu'aucune décision ne fût prise, la journée se passa. Bientôt, la nouvelle se répandit et on ne tarda pas à voir apparaître des journalistes, suivis à quelques jours près de scientifiques autoproclamés. Ces derniers s'approchèrent du trou d'une démarche qui semblait dire « Laissez-nous passer, pour nous, rien n'est inconnu. » Ensuite, on vit défiler des badauds, des curieux, ainsi que de nombreux profiteurs aux yeux grands comme leur portefeuille. On dut bientôt poster des gendarmes près du parking, afin d'éviter que l'un des nombreux touristes ne tombe dans la fosse. L'un des journalistes introduisit une longue corde à l'extrémité de laquelle il avait accroché un poids. La corde semblait se prolonger sans cesse, tellement même qu'on arriva bientôt au bout. Se faisant une raison, il tenta alors de la remonter, mais elle ne bougea pas d'un pouce. 2 ou 3 villageois lui prêtèrent main forte, mais rien n'y fit. La corde se rompit et le poids sombra irrémédiablement dans les profondeurs de la terre. Un autre journaliste, qui observait la scène avec un appareil photo à la main, défit en silence le harnais qu'il avait enfilé quelques minutes plus tôt. Les scientifiques contactèrent alors leur centre de recherche pour qu'on leur apporte un haut-parleur très puissant. Ils voulaient étudier la résonance et ainsi évaluer la profondeur du gouffre. Ils firent des expériences, mais là encore, sans obtenir davantage de résultats. Bredouille, les hommes de science étaient sur le point de mettre un terme à leurs tests.
Mais comme de nombreux badauds observaient la scène, ils ne voulaient pas perdre la face. Vaille que vaille, ils placèrent leur mégaphone en direction du trou béant, réglèrent le volume au maximum et firent une dernière tentative pendant d'interminables secondes. S'il avait été dirigé en surface, le vacarme aurait été sans souci entendu à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Malheureusement, cet ultime essai ne fut guère plus fructueux. Le gouffre avait littéralement avalé le son, sans produire le moindre écho. Les scientifiques désemparés se gardèrent évidemment de le montrer. Finalement, l'un d'eux trancha au sujet du trou. Recouvrez-le. Il est toujours plus aisé d'ignorer et de cacher ce que l'on ne comprend pas. Les touristes présents, déçus que le spectacle soit déjà terminé, commencèrent à rentrer chez eux. C'est à ce moment-là qu'un homme au regard fourbe se détacha de la foule. « Si vous voulez ce trou, je peux le reboucher pour vous. » Le maire du village, qui se tenait par là, lui répondit. « Votre proposition nous touche beaucoup, monsieur, mais nous n'allons pas le reboucher. Nous allons juste reconstruire le petit sanctuaire qui reposait au-dessus autrefois. »« Un petit sanctuaire ?» demanda l'homme. « Dans ce cas-là, en échange du trou, que diriez-vous si je faisais construire un sanctuaire beaucoup plus grand? Et si vous voulez, je vous offre aussi la construction d'une toute nouvelle salle communale. » Avant que le maire n'ait le temps de répondre, les villageois s'agitèrent. « Vraiment? D'ailleurs, si ce nouveau sanctuaire pouvait être bâti plus près du village, suggéra l'un des autochtones. « Ah oui, franchement, tout ça en échange d'un trou, c'est une belle affaire, renchérit un deuxième. » La décision fut prise. Le maire lui-même n'était pas opposé à cette offre. L'arriviste tint toutes ses promesses. Il fit dresser un sanctuaire flambant neuf ainsi qu'une salle communale attenante. Et comme convenu, bien plus près du village que le précédent édifice. Au moment où ce nouveau lieu accueillit les danses du festival d'automne, la petite entreprise chargée de remplir le trou fut créée. Une pancarte au nom de la société fut accrochée sur la porte d'un minuscule local. Par ses nombreux amis et contacts, l'homme d'affaires fit répandre la nouvelle dans toute la ville. On cria haut et fort qu'il existait un trou incroyablement profond, évalué par les scientifiques à plus de 5000 mètres. Bref, un endroit idéal pour y déverser tous les déchets nucléaires. Le gouvernement donna son accord et de nombreuses centrales s'empressèrent de signer des contrats. Les villageois devinrent anxieux, mais on leur expliqua qu'il n'y aurait aucune conséquence pour leurs terres avant plusieurs milliers d'années, et surtout que les bénéfices générés par l'entreprise seraient en partie reversés au village. Ils s'en allèrent, rassurés et satisfaits. Quelques mois plus tard, une magnifique route relia le village à la ville. Des camions affluèrent par cette route, chargés de nombreux tonneaux en plomb. On ouvrait ensuite les tonneaux au-dessus du trou béant et on y déversait des tonnes de déchets radioactifs. Le ministère des Affaires étrangères, ainsi que l'agence de l'armée d'autodéfense, en profitèrent également pour se débarrasser de cartons entiers contenant pléthore de documents secrets, compromettants ou devenus inutiles. Les fonctionnaires présents parlaient golf avec le directeur de la déchetterie, tandis que les employés chargés de faire disparaître tous ces documents discutaient innocemment de pachinko. Malgré cela, le trou n'avait absolument pas l'air de se remplir. On supposa qu'il devait être sacrément profond, ou bien qu'une large cuve s'étendait en son fond. L'entreprise devint de plus en plus prospère et offrit désormais la possibilité de jeter d'autres objets. On vit alors les facultés de médecine jeter les carcasses d'animaux morts après des expériences sur des maladies hautement contagieuses. On vit aussi parfois des collectivités jeter les cadavres de clochards décédés et que personne ne réclamait. L'État, estimant qu'il était plus malin de déverser dans ce gouffre toutes les poubelles plutôt que dans l'océan, un projet de canalisation menant jusqu'au trou fut même concrétisé. Le trou donnait bonne conscience à tous les citadins. Les gens de la ville aiment en effet produire et consommer, mais quand vient le moment de réfléchir à l'élimination de leurs ordures, il n'y a plus personne. Grâce au trou, pensèrent-ils, nos problèmes trouvent enfin une solution. Une jeune femme sur le point de se marier vint y jeter ses vieux journaux intimes. D'autres vinrent bazarder les photos de leurs ex-petits amis, avant de recommencer sereinement une nouvelle histoire d'amour. La police en profita également pour vider les impressionnants stocks de faux billets qu'elle avait confisqués. Les criminels venaient aussi faire disparaître les preuves de leurs méfaits. La fosse accueillait ainsi toutes les ordures possibles et inimaginables. Toutes les villes du pays furent ainsi lavées du moindre détritus. Le ciel et la mer n'avaient jamais semblé aussi propres. Les uns après les autres, de nombreux immeubles s'élevèrent vers les cieux purifiés de cet ancien petit village qui prenait désormais des airs de grande cité. Puis un jour, un ouvrier qui prenait sa pause sur l'échafaudage d'un gratte-ciel en construction entendit quelque part au-dessus de sa tête une voix qui cria distinctement « Eh oh, sors de là !» Il leva alors les yeux en direction de la voix, mais ne vit rien d'autre que le ciel azur qui s'étendait à perte de vue. Il pensa alors que son imagination venait de lui jouer un tour, et il reprit sa position initiale.
Trop occupé à contempler cette belle ville qui se construisait sous ses pieds, il ne vit pas qu'un petit caillou l'avait ensuite frôlé, tombant précisément de l'endroit où avait retenti la voix. Voilà. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé par la suite. C'était donc Et au sort de là de Hoshi Shinichi aux éditions Omake Books dans le recueil Bokko-chan. Donc il y a 50 nouvelles de ce type pour un prix assez modeste, 14,90 €. La nouvelle que je viens de vous lire, elle date de 1971. Elle a 50 ans. Et vous vous rendez compte peut-être à quel point elle est encore d'actualité, elle est moderne. Et ça prouve aussi à quel point cet auteur était visionnaire et génial. Je remercie aussi monsieur Yoshitaka Amano qui nous a fait vraiment le plaisir d'accepter de publier ce recueil avec l'une de ses illustrations. Elle est magnifique. Alors Bokko-chan, c'est le nom d'une nouvelle. C'est l'héroïne en fait qui se trouve dans l'une de ces nouvelles et elle ressemble comme deux gouttes d'eau, en tout cas à mon avis. C'est comme ça que je l'imaginais, pardon, à cette couverture de monsieur Yoshitaka Amano. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette nouvelle, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Si vous voulez que j'en lise éventuellement, pourquoi pas une deuxième. Je ne suis pas lecteur professionnel, mais bon, j'aime bien faire ça, donc pourquoi pas. Et puis bah voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage dès maintenant. Il est sorti aujourd'hui. Et puis favorisez aussi éventuellement les petits libraires de quartier. Allez commander Bokko-chan éventuellement dans ces endroits-là. Évitez les gros sites internet. Ils n'ont pas besoin de ça, croyez-moi, ils n'ont pas besoin de votre achat pour s'en sortir. Par contre, les libraires, ou alors nous, au Omake Books, on a besoin de vous. Donc, donnez priorité voilà, aux circuits courts et aux petits libraires. D'ici là, merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!